Madame, Monsieur, bonjour, voici les titres de l'actualité de ce samedi 22 avril. Plusieurs adolescents grièvement blessés dans un accident violent survenu sur l'autoroute A8 ce matin vers 7 h impliquant un poids lourd. Les circonstances de l'incident restent à déterminer, on fait le point dans ce journal. Une allocution impopulaire et peu convaincante pour les réfractaires à la réforme des retraites qui a finalement été adoptée. Cependant, le chef de l'État a annoncé 3 chantiers prioritaires pour les prochaines semaines, dont l'accélération de la réforme du lycée professionnel. Nous nous pencherons sur ce qui est prévu à cet effet. Après une semaine d'interruption, le transit des céréales et autres produits agricoles en provenance de l'Ukraine a repris en Pologne, alors que dans le même temps à Zaporijjia, 58 tirs d'artillerie en seulement 24 heures ont été constatés par l'administration militaire. Enfin, dans ce journal, nous vous emmènerons à plus de 4000 mètres de profondeur au large de l'île de Luzon à la découverte d'une épave remplie de secrets après avoir coulé en 1942 lors de la Seconde Guerre mondiale. Une découverte fascinante à découvrir à la fin de cette édition. Un important dispositif de 45 sapeurs-pompiers a été déployé dans le Var pour porter secours aux victimes d'une violente collision entre un minibus et une semi-remorque ce matin aux alentours de 7 h. 4 blessés grièvement, 4 autres plus légers. Les circonstances de l'accident sont pour l'heure méconnues. Le récit des faits avec Rodrigue Bedin et Maïki Suplon. Ce samedi matin, à Saint-Maximin dans le Var, une collision a eu lieu sur l'autoroute A8 entre un minibus qui transportait de jeunes joueurs de football qui devaient se rendre à un tournoi sportif et un camion. Cet accident a fait 9 blessés, dont 4 graves. Les victimes qui sont âgées entre 14 et 17 ans, dont le chauffeur du minibus. Le conducteur du poids lourd, lui, est sorti indemne de cet accident. Par la suite, un important dispositif s'est mis en place pour secourir les victimes, regroupant plus d'une trentaine de sapeurs-pompiers et de médecins. Une dizaine de véhicules, dont un hélicoptère, ont dû également être mobilisés. Les victimes ont été transportées aux hôpitaux d'Aix-en-Provence et de Brignoles. Pour le moment, les raisons de cet accident restent encore à déterminer. Une réforme impopulaire qui secoue l'ordre social et politique du pays depuis maintenant 3 mois. Emmanuel Macron a affirmé entendre la colère des Français tout en exposant la marche à suivre sur différents projets dans l'optique d'ouvrir une perspective d'avenir. Alors que la colère, elle, ne faiblit pas contre la réforme des retraites adoptée, la jeunesse est particulièrement investie dans ce combat. Par ailleurs, le chef de l'État a annoncé vouloir accélérer la réforme du lycée professionnel. Explication avec Maïki Suplon. Malgré les nombreux rassemblements dans les rues ce lundi, le chef de l'État Emmanuel Macron s'est exprimé lors d'une allocution télévisée en tout début de semaine, après avoir promulgué 2 jours plus tôt la réforme des retraites. Cette promulgation qu'Emmanuel Macron a jugée nécessaire, le chef de l'État qui a également demandé aux Français un nouvel effort. Le président se donne 100 jours jusqu'au 14 juillet prochain pour renouer avec les Français et des actions au service de la France, avant de faire un premier bilan. Emmanuel Macron qui a annoncé plusieurs grands chantiers dans les mois à venir, comme la réforme sur les lycées professionnels que le chef de l'État souhaite accélérer pour un projet de loi d'ici l'été, et pouvoir dialoguer avec les partenaires sociaux et les collectivités. Cette réforme a pour but notamment que les jeunes accèdent à des formations confirmées ou soit directement à un emploi. Il a également souhaité rappeler lors de son allocution, je cite, « le succès de l'apprentissage ». Le président de la République a également averti qu'il y aura des annonces fortes dès le début du mois de mai pour notamment agir contre les fraudes fiscales et sociales. Le chef de l'État souhaite également recruter 10 000 magistrats et souhaite la création de 200 brigades de gendarmerie dans les campagnes. Emmanuel Macron se dit vouloir désengorger les services d'urgence d'ici fin 2023. Il a également tenu à rappeler les nombreuses crises que le pays a vécues, comme le Covid-19 ou l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2019. Emmanuel Macron qui était en visite cette semaine à Sélestat en Alsace et à Ganges dans l'Hérault. Une situation qui s'intensifie à Zaporijjia en Ukraine. L'administration militaire affirme avoir recensé en seulement 24 heures 58 tirs d'artillerie, 3 attaques de drones et 2 par lance-roquettes par les forces russes. Dans le même temps, les alliés de Kiev se sont donné rendez-vous sur la base américaine de Ramstein hier. L'Ukraine va donc pouvoir bénéficier de 230 chars et 1550 véhicules blindés, tandis que le Kremlin assure ne pas vouloir augmenter les effectifs de l'armée russe en Ukraine.
Aux États-Unis, c'est un sujet qui fait débat de toutes parts du champ politique, et ce depuis la révocation de l'arrêt Roe v. Wade par la Cour suprême le 24 juin dernier, interdisant dans certains États le droit à l'avortement. Une marche arrière pour la Haute Cour qui devait se prononcer quant à l'accès de cette pilule sur l'ensemble du territoire américain. Ce vendredi, elle a annoncé maintenir dans les États où l'avortement est légal l'accès à la mifepristone, une pilule laborative utilisée pour la moitié des interventions volontaires de grossesse. Un phénomène qui intervient 2 semaines après l'interdiction de mise sur le marché de ce médicament par un magistrat au Texas. Retour en France après un été 2022 marqué par la sécheresse. Cet hiver n'a pas pour autant été épargné et les contestations autour des méga-bassines à Sainte-Soline suscitent de vifs débats autour d'un sujet scabreux, la consommation de l'eau. Cependant, une question se pose alors que la France est le premier exportateur européen de maïs. Selon la députée LFI Aurélie Trouvé, 25% de l'eau consommée dans l'Hexagone provient de la culture de maïs. Bonjour Théo Torné, alors info ou infox ? Bonsoir Steven, bonsoir à tous et toutes, et c'est plutôt un chiffre sorti de nulle part et totalement faux. En effet, d'après la députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Aurélie Trouvé l'a affirmé sur Public Sénat qu'on a un vrai problème de modèle agricole. On ne peut pas continuer à cultiver du maïs dans les régions trop sèches, pour cela en annonçant que 25% de l'eau consommée en France est consommée par la culture du maïs. De plus, le lendemain de son passage, elle a rétorqué sur Twitter que l'irrigation totale, toute culture confondue, ne représentait que 9% des prélèvements en eau. Elle explique dans sa déclaration que son propos porte sur la proportion d'eau consommée par la culture de maïs, car en France, l'utilisation de l'eau est comptabilisée différemment selon son emploi. Il faut bien distinguer l'eau prélevée de l'eau consommée. L'eau prélevée comprend l'eau consommée et celle restituée au milieu naturel après son usage. En moyenne en France métropolitaine, 31 milliards de mètres cubes d'eau ont été prélevés annuellement entre 2010 et 2018. Or, ce chiffre ne suffit pas pour statuer la consommation d'eau de l'agricole et donc du maïs. Si on regarde du côté de l'eau consommée qui correspond à prélever mais non restituée au milieu aquatique, on se trouve ainsi à 4,1 milliards de mètres cubes d'eau consommés par an entre 2010 et 2018, en particulier par l'évaporation de l'eau par le sol et la transpiration des végétaux. D'après Aurélie Trouvé, pour obtenir son chiffre de 25%, la députée compare le total de l'eau consommée par l'agriculture et la surface des cultures irriguées pour le maïs, qui représentait la moitié du total surface irriguée en France. Selon le ministère de l'Agriculture représente 57% de la consommation d'eau devant l'usage pour l'eau potable, soit 26%. Le refroidissement des centrales électriques soit 12% et l'industrie soit 5%. Cependant, elle présente des statistiques de surface irriguée moins importantes que celles avancées par Aurélie Trouvé. En effet, en 2020, 32% des surfaces irriguées l'étaient pour le maïs grain et le maïs semence. Si on multiplie ce pourcentage de 32% avec celui de la consommation d'eau de l'agriculture, soit 57%, on obtient une consommation d'eau d'environ 18% et non pas 25% énoncé par Aurélie Trouvé. En bref, la culture du maïs est donc bien une des activités les plus consommatrices en eau. Dans un tout autre registre, c'est un combat que le gouvernement affirme prendre à bras le corps, celui de s'attaquer aux fraudes fiscales et sociales, un fléau. La députée écologiste Sandrine Rousseau affirme que la fraude sociale représente beaucoup moins que la fraude fiscale. Alors est-ce vrai ? Alors, difficile de comparer ces deux chiffres qui existent bel et bien, mais qui ne sont pas utilisés dans le bon sens. En effet, la députée écologiste Sandrine Rousseau avait rappelé que la fraude sociale, c'est 1 milliard d'euros, tandis que la fraude fiscale et l'évasion fiscale, c'est entre 80 et 100 milliards d'euros. Sauf qu'elle a oublié de préciser que l'un est une fraude détectée, tandis que l'autre est une estimation à partir d'extrapolation. La Cour des comptes indique qu'en 2019, les principaux organismes sociaux ont détecté 1 milliard d'euros de préjudices subis et évités dans le cadre de la lutte contre les fraudes. Ceci comprend les fraudes, mais aussi des fautes, mais difficile de donner un chiffre exact. Seule la caisse d'allocation familiale a calculé ce qui lui coûte la fraude, avec 2,8 milliards de fraude sur 95 milliards d'euros d'allocations versées. La fraude sociale désigne aussi ce qui ne rentre pas dans les caisses,
c'est-à-dire certaines entreprises qui ne cotisent pas alors qu'elles devraient le faire. Dans le rapport de la Cour des comptes, la fraude aux prélèvements sociaux serait comprise pour 2018 entre 6,8 milliards d'euros et 8,4 milliards d'euros. Elle a cependant indiqué que cette évaluation était sous-estimée. Sandrine Rousseau ne donne qu'une estimation et non un chiffre de fraude effectivement détecté en se basant sur une estimation du syndicat Solidaire Finance public de 2018 qui avait annoncé que l'évitement illégal de l'impôt procédant de la fraude et de l'évasion fiscale est au moins égal à 80 milliards d'euros, voire se situerait entre 80 et 100 milliards d'euros. Donc au final, difficile de donner un réel montant global de la fraude sociale. Merci mon cher Théo pour ce fact-checking très complet. Je vous propose à présent de plonger à 4000 mètres de profondeur en mer de Chine méridionale où repose le Montevideo Maru, une épave de navire japonais chargée d'histoire torpillée durant la Seconde Guerre mondiale en 1942. Un naufrage qui demeure aujourd'hui comme l'une des plus grandes tragédies maritimes de l'histoire de l'Australie, comme nous le raconte Émilie Dubac. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Montevideo Maru a été attaqué par un sous-marin américain dans l'océan Pacifique. Plus de 1000 personnes étaient à bord de ce navire qui se dirigeait vers l'île de Hainan, alors occupée par l'armée japonaise. Parmi eux, l'équipage du navire japonais, mais surtout des prisonniers de guerre capturés par cette armée. Certains étaient des militaires australiens dans la bataille de Rabaul, en Nouvelle-Guinée, d'autres étaient des marins norvégiens. Au total, les victimes seraient d'une dizaine de nationalités différentes. En attaquant un navire ennemi le 1er juillet 1942, l'armée américaine ignorait qu'elle causerait la mort d'alliés, pour la plupart australiens. Il y a 5 ans, une société d'archéologie américaine s'est lancée dans la recherche de cette épave. Cette mission a demandé de longues préparations. Il aura finalement fallu 80 ans, une société d'archéologie américaine, une société néerlandaise spécialisée dans ce type de mission en haute mer, l'armée australienne, mais encore un drone sous-marin, avant de découvrir l'emplacement du navire Montevideo Maru. La localisation du navire a finalement été dévoilée ces derniers jours. Il aurait échoué à 110 km de l'île de Luzon, dans les Philippines, et à plus de 4000 mètres de profondeur, soit presque 200 mètres de plus que le Titanic. L'épave est divisée en 2 parties, ceci s'expliquerait par l'utilisation de 2 torpilles. Ces explosifs sous-marins auraient fait couler le navire, puis auraient provoqué l'explosion d'une partie de celui-ci. L'épave a été trouvée, mais rien n'a été déplacé ou retiré afin de respecter les victimes de cette tragédie, leurs familles et cet épisode marquant dans l'histoire maritime de l'Australie et de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous retrouverai encore le 17 juin prochain, mais avant, restez avec nous. Samedi, Romain Lucas vous donne rendez-vous en Suisse, au fil du lac Léman, dans son émission À la découverte. Dans 15 jours pour l'information, ce sera Meiki Suplon. Très belle soirée avec nous sur R. Retrouvez toutes vos infos sur le site arainfo.fr. Tournez à gauche, l'autre gauche. Encore à droite. Faites demi-tour dès que possible. Continuez tout droit. Après s'être perdu pendant 1 an, Romain retrouve le chemin d'À la découverte samedi 29 avril sur R.